Le rayon vert. Chapitre 5. D'un bateau à l'autre. Après le repas, demi-froid demi-chaud, un excellent déjeuner à la mode anglaise qui fut servi dans le dining room du Columbia, Miss Campbell et les frères Melville remontèrent sur le pont. Helena ne put retenir un cri de désappointement lorsqu'elle eut repris sa place sur le spar-deck. « Et mon horizon, dit-elle. » Il faut bien en convenir, son horizon n'était plus là. Il avait disparu depuis quelques minutes. Le steamer, cap au nord, remontait en ce moment le long détroit des Quais of Butte. « C'est mal cela, oncle Sam, dit Miss Campbell avec une petite moue de reproche. « Mais, ma chère fille. Je m'en souviendrai, oncle Sib. » Les deux frères ne savaient que répondre, et pourtant, on ne pouvait s'en prendre à eux, si le Columbia, après avoir modifié sa direction, pointait alors dans le nord-ouest. En effet, il y a deux routes très différentes pour aller de Glasgow à Auban par mer. L'une, celle que n'avait pas suivie le Columbia, est la plus longue. Après avoir fait escale à Rothesay, le chef-lieu de l'île de Bute, dominé par son vieux château du XIe siècle, encadré à l'ouest de hauts glands qui la défendent des mauvais vents du large, le steamer peut continuer à descendre le golfe de Clyde, puis longer le littoral est de l'île, passer en vue de la Grande et de la Petite Cambrai, et s'avancer en cette direction jusqu'à la partie méridionale de l'île d'Aran, qui appartient presque tout entière au duc d'Hamilton, depuis la base de ces roches jusqu'à la cime du Godfell, à près de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors le timonier donne un coup de barre, la ligne de foi du compas est mise au rhombe de l'ouest, on double l'île d'Aran, on tourne le grand doigt de la presqu'île de Cantyre, on en remonte la côte occidentale, on s'enfonce dans le giga-passage à travers le détroit du Sinde creusé entre les îles d'Islay et de Jura, et on arrive à ce secteur largement ouvert du Firth of Lorne, dont l'angle rétréci va se fermer un peu au-dessus d'Auban. En somme, si Miss Campbell avait quelques raisons de se plaindre que le Columbia n'eût pas pris cette route, peut-être aussi les deux oncles auraient-ils lieu de le regretter. En effet, en longeant le littoral d'Islay, à leurs yeux serait apparue cette ancienne résidence des MacDonald, qui, au début du XVIIe siècle, vaincus et chassés, durent céder la place aux Campbell. Devant le théâtre d'un fait historique qui les touchait de si près, les frères Melville, sans parler de Dame Bess et de Partridge, eussent senti battre leur cœur à l'unisson. Quant à Miss Campbell, cet horizon tant regretté se fut dessiné plus longtemps à ses regards. En effet, depuis la pointe d'Aran jusqu'au promontoire de Cantyre, c'est la mer au sud, depuis le mule de Cantyre jusqu'à l'extrémité d'Islay, c'est la mer à l'ouest, c'est-à-dire cette immensité liquide que la côte américaine limite seule à 3000 milles de là. Mais cette route est longue, quelquefois pénible, sinon dangereuse, et il a fallu compter avec ceux des touristes qu'effraient les éventualités d'une traversée, souvent inclémente, lorsqu'il faut refouler une houle un peu forte dans ces parages des Hébrides. Aussi les ingénieurs, les ceps aux petits pieds, ont-ils eu la pensée de faire une île de cette presqu'île de Cantyre. Grâce à leurs travaux, le canal de Crinan a été creusé dans sa partie nord, il abrège le voyage de 200 milles au moins, et il ne faut pas plus de 3 à 4 heures pour le franchir. C'est par cette voie que le Columbia allait achever la traversée de Glasgow à Auban, entre les loches et les détroits, n'ayant d'autres aspects que des grèves, des forêts, des montagnes. De tous les passagers, Miss Campbell, sans doute, fut la seule à regretter l'autre itinéraire, mais il lui fallut bien se résigner. D'ailleurs, cet horizon de mer, ne devait-elle pas le retrouver un peu au-delà du canal de Crinan, quelques heures plus tard, et bien avant que le soleil n'eût été l'effleuré de son disque? Au moment où les touristes, qui s'étaient attardés au dining room, remontaient sur le pont, le Columbia rasait à l'entrée du Loch Riden, la petite île d'Elbangreg, dernière forteresse où se réfugia le duc d'Argyll avant que ce héros, écrasé dans la lutte pour l'affranchissement politique et religieux de l'Écosse, n'alla à Édimbourg porter sa tête au couteau de la guillotine écossaise. Puis, le steamer revint au sud, descendit le détroit de Bute au milieu de cet admirable panorama d'îles arides ou boisées, dont une légère brume estompait les rudes profils. Enfin, après avoir doublé le cap Ardlamont, il reprit direction vers le nord, à travers le Loch Fyne,
laissa à gauche le village d'East Tarbert sur la côte de Cantyr, rangea le cap Ardrishaig, et atteignit, au bourg de Loch Gilfed, l'entrée du canal de Crinan. En cet endroit, il fallut abandonner le Columbia, trop grand pour la navigation du canal. Cette percée, dont les pentes sont rachetées par 15 écluses, ne peut admettre, pendant ses 9 milles de longueur, que d'étroits bâtiments d'un faible tirant d'eau. Un petit bateau à vapeur, le Linnet, attendait les passagers du Columbia. Le transbordement s'opéra en quelques minutes. Chacun s'installa, peu à l'aise, sur le spar-deck du steamer, puis, le Linnet fila rapidement entre les bords du canal, pendant qu'un bagpiper, un joueur de cornemuse, vêtu du costume national, faisait résonner son instrument. Rien de mélancolique comme ces chants bizarres, soutenus par la basse monotone de 3 bourdons, dont le développement n'emploie que les intervalles d'une gamme majeure, à laquelle manque la sensible, comme dans les vieux airs des siècles passés. Une charmante traversée que celle de ce canal, tantôt percée entre de hautes berges, tantôt accrochée au flanc d'une colline couverte de bruyères, ici s'allongeant en pleine campagne, la contenue entre les étroits murs des biefs. Il y a quelque temps d'arrêt dans les sas. Tandis que les pontonniers éclusent rapidement le bateau, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants du pays, viennent poliment offrir aux touristes du lait fraîchement tiré, parlant cet idiome gaélique dont les Celtes se servaient jadis, langage souvent incompréhensible, même aux Anglais. 6 heures après, il y avait eu un retard de 2 heures à une écluse qui fonctionnait mal, les hameaux, les fermes de cette région un peu triste, les immenses marais de l'Ade, qui s'étendent sur la droite du canal, avaient été dépassés. Le Linnet s'arrêtait un peu après le village de Ballanoche. Un second transbordement s'opérait. Les passagers du Columbia, devenus les passagers du Glengarry, remontaient dans le nord-ouest pour sortir de la baie de Crinan et doubler la pointe sur laquelle s'élève l'ancien château féodal de Duntroft Castle. Depuis l'échappée entrevue au tournant de l'île de Bute, la ligne de mer n'avait pas encore reparu. On devine aisément ce que devait être l'impatience de Miss Campbell. Sur ces eaux bornées de toutes parts, elle aurait pu se croire en pleine Écosse, dans la région des lacs, au milieu du pays de Rob Roy. Partout des îles pittoresques, avec leurs molles ondulations, leurs plans de bouleaux et de mélèzes. Enfin le Glengarry dépassa la pointe nord de l'île Jura, et la mer se montra jusqu'à la base du ciel, entre cette pointe et l'îlot de Scarba qui s'en détache. « La voilà ma chère Helena, dit le frère Sam, dont la main se tendit vers l'ouest. Ce n'était pas notre faute, ajouta le frère Sib, si ces maudites îles que le vieux Nick confonde, l'ont un instant caché à tes yeux. Vous êtes tout pardonné, mes oncles, répondit Miss Campbell, mais que ceci ne nous arrive plus.